Bonsoir. Je suis heureux de vous annoncer que dès 2018, nous allons lancer une nouvelle série d'entretiens web, des entretiens que nous allons dédier à des hommes, des femmes, chefs d'entreprise, dirigeants, entrepreneurs, qui ont parfois des profils atypiques, mais qui ont en commun une vision. Au-delà de leurs produits et de leurs services qu'ils proposent sur le marché, une vision, celle de contribuer à l'avènement d'un monde meilleur. Que ce soit ici, en France, où je suis présentement, ou en Amérique du Nord, eh bien, je vous invite à nous rejoindre et régulièrement à découvrir ces témoignages, des tranches de vie absolument étonnantes, passionnantes. Ce seront les entretiens de François de Beaulieu. Alors, je vous attends. À bientôt. Bonjour. Pour ce nouvel entretien, c'est en France que je me suis rendu, dans le nord-est de la France, à Reims très précisément, pour y rencontrer un jeune entrepreneur, un jeune entrepreneur au profil atypique, au parcours tout à fait étonnant, comme je vous propose de le découvrir maintenant. Adnan El Bakri, bonjour. Bonjour François. Et j'aimerais que pour notre public, nous fassions tout d'abord connaissance. Pouvez-vous nous parler de votre parcours? Vous êtes originaire du Liban, que vous avez quitté il y a quelques années, mais commençons déjà par le Liban. Pouvez-vous nous parler du Liban et nous expliquer ce qui vous a amené en France et en même temps le choix d'études, le choix professionnel que vous avez fait? Bien sûr. Effectivement, donc moi je suis né au Liban, dans un village à côté de Tripoli, dans le nord du Liban. Et je suis parti à 17 ans, après mon bac, un bac libanais. Je me suis dirigé donc vers la France pour faire mes études de médecine. Parce que justement, la France, c'est l'un des meilleurs systèmes de santé au monde. C'est comme ça qu'il est connu partout. Et c'est pour ça que j'ai choisi de venir étudier en France. Donc je suis arrivé à Marseille en 2004. Où je ne parlais pas français, où j'arrive dans un pays que je ne connais pas, sans famille, sans argent, avec simplement cette ambition et cette volonté d'étudier la médecine. Alors pourquoi la médecine? Peut-être une petite précision, une petite parenthèse. Volontiers, oui. Parce que quand j'étais enfant, quand j'étais petit, on a eu un petit accident avec ma maman qui nous a marqué, qui m'a marqué en tout cas particulièrement. Et c'est à partir de là que j'ai voulu vraiment essayer déjà, de partir du Liban et puis de faire médecine parce que ma maman était enceinte à ce moment-là. Et à la fin de sa grossesse, elle a eu une hémorragie assez importante. Et pour ne pas s'attarder sur les détails, on est allé à l'hôpital le plus proche, qui était malheureusement un hôpital privé, et qui nous a refusé l'accès aux urgences à ce moment-là parce qu'il fallait passer par le bureau des entrées, entre guillemets, et en tout cas prouver notre capacité de payer. Et cette différenciation entre riches et pauvres en termes de santé, d'accès aux soins, m'a toujours marqué. Et c'est pour ça que c'est à ce moment-là que j'ai dit à mes parents, je veux faire médecine, je veux essayer de changer les choses, dans l'optique de revenir un jour vers mon pays pour justement proposer des solutions concrètes pour l'accès aux soins et la santé. Donc j'arrive à Marseille en 2004, je fais 6 ans de médecine, 7 ans parce que la première année, effectivement, je l'ai faite 2 fois où j'ai appris aussi le français. Et donc j'ai réussi le concours de médecine et puis en 2011, j'ai décidé de faire chirurgie urologique et j'étais le mieux classé à Reims. C'est pour ça que j'ai choisi de partir à Reims. Étant donné aussi que Reims est une petite ville sympathique, proche de Paris, je voulais aussi ne pas être dans une grande ville et surtout être par contre proche de la capitale. Et donc Reims était le meilleur choix. Et donc j'ai fait urologie à Reims, donc 5 ans d'urologie. Et en 2015, c'est là où tout commence. C'est qu'en 2015, j'intègre une équipe du CNRS parce que je suis passionné par la recherche scientifique et j'ai voulu travailler sur le cancer du rein dans ma spécialité. Et la question que je m'étais posée à ce moment-là, c'était comment prédire l'évolution du cancer, particulièrement le cancer du rein, notamment au niveau des métastases. Les métastases, c'est-à-dire la propagation du cancer. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, on arrive dès le diagnostic à prédire cette évolution-là, ce qui pourrait sauver vraiment beaucoup de vies. Est-ce que c'est possible? Eh bien écoutez, pendant cette année de recherche, j'ai découvert le monde des nouvelles technologies appliquées à la santé, le numérique, le big data.
Et c'est absolument passionnant tout ce qu'on peut faire avec ces outils-là. Et en même temps, ce constat scientifique, il est corrélé aussi à un constat de terrain qui est relativement consternant. C'est l'absence de partage de l'information en santé et surtout l'absence de base de données de santé sur laquelle on peut travailler, on peut faire de la science, on peut faire de la recherche. Donc j'étais confronté à ça et c'était frustrant parce qu'on a réussi à élaborer un modèle prédictif qui a réussi justement à prédire l'évolution, statistiquement parlant, en partant donc d'une centaine de patients. Mais ce modèle n'est pas applicable à la pratique clinique parce que justement il nous manquait le vrai big data, celui qui associe tout le parcours de santé du patient, toutes les données. Et de toute façon, je me suis rendu compte aussi au quotidien dans le cours de mon internat, parce que j'ai fait aussi d'autres études. Et en fait, on a du mal à accéder à l'information. On va dans les archives des hôpitaux, récupérer des dossiers papier de milliers de pages et trouver l'information comme ça. Donc ce n'est pas pertinent, ce n'est pas optimal, ça prend du temps. Mais l'essentiel de la production scientifique se passe de cette façon. Je crois que nous rentrons dans le vif du sujet parce que ce que vous évoquez, effectivement, c'est cette réalité que vous avez touchée du doigt en étudiant, mais aussi en pratiquant pendant votre internat. Une réalité qui vous a fait prendre conscience qu'effectivement, si le système français a bien des qualités, il y a manifestement des améliorations souhaitées, possibles. Et la question que j'aimerais vous poser, bien sûr, parce que rentrer dans le vif du sujet, dans le cœur du sujet en l'occurrence, ça va être maintenant donc de parler de cette start-up, comme vous dites en France, cette jeune entreprise. Et la question que j'ai envie de vous poser fondamentalement, c'est le jeune chirurgien devenu entrepreneur, est-ce un choix ou était-ce une nécessité ? Ben écoutez, c'est une nécessité, je pense, j'en suis convaincu. Je ne l'ai pas fait par choix. Je n'étais pas destiné à devenir entrepreneur. Et je ne suis pas non plus actuellement destiné à le devenir éternellement. C'est un passage pour moi, mais très important, indispensable pour pouvoir changer les choses. Ce qui fait notre crédibilité actuellement, c'est ce lien avec la réalité, avec le terrain. J'ai constaté en étant sur le terrain des lacunes, des pistes d'amélioration. J'ai appris et je me suis spécialisé dans ces nouvelles technologies où j'ai vu le potentiel de ce qu'on peut faire. J'ai réussi à les appliquer et j'ai eu à ce moment-là cette idée de pouvoir connecter le monde de la santé et de proposer la solution que nous proposons. Donc l'entrepreneur est là pour essayer de changer les choses sur le terrain, mais il est toujours chirurgien, il est toujours passionné par la médecine. C'est mon métier de base, mais je pense que je me suis confronté aussi à un système où en étant simplement, entre guillemets, médecin ou chirurgien, eh bien, on est dilué dans la masse, on ne peut pas changer les choses, on est dans un système sclérosé et donc ce qu'il faut faire c'était de créer une start-up, de faire bouger les lignes de cette façon avec l'innovation, avec la technologie. En préparant cet entretien, Adnan El Bakri, vous aviez évoqué parmi effectivement toutes ces difficultés que rencontre le système de santé français actuellement, vous avez évoqué bien sûr les coûts sociaux reliés à la maladie, aux hospitalisations et dont je crois la Cour des comptes ici en France se fait très, très fréquemment, largement l'écho. Vous avez évoqué effectivement la difficulté d'accéder à de l'information, mais vous aviez aussi parlé de quelque chose qui je crois va particulièrement intéresser les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est qu'à vos yeux, la place du patient dans le système de santé, eh bien, n'est pas celle qu'elle devrait être, n'est-ce pas ? Exactement. C'est là où je vais vous parler justement de notre passeport de santé numérique, le passeport vital. C'est le projet de notre entreprise, de la start-up InnovSanté. Le projet est là pour répondre à un constat principal, à un besoin essentiel qui est celui de l'absence, comme je vous ai dit, de partage de l'information. On a essayé à de multiples reprises, en France et ailleurs dans le monde, de connecter la santé. C'était malheureusement souvent abouti à des échecs. Alors pourquoi ? Parce qu'on a oublié dans tous ces projets, dans toutes ces entreprises, on a toujours oublié l'humain et on a toujours oublié le citoyen qui est derrière la santé. Et on s'est adressé souvent aux établissements de santé, aux médecins. C'est le cas par exemple en France, comme vous avez dit, du fameux DMP, dossier médical partagé. Même si nous ne sommes pas là pour dupliquer ou faire un DMP bis, mais c'est une partie de l'échec
de ce qui a été fait pour le partage de l'information. 1,2 milliard d'euros dépensés depuis 2004 pour aboutir à quelque chose qui ne fonctionne pas ou fonctionne en partie. En tout cas, ce n'est pas la bonne vision. À mon sens, ce qu'il faut, et c'est ce qu'on a proposé, c'est ce qu'on propose, c'est de mettre le citoyen au cœur de sa santé. C'est lui qui doit manager et gérer son parcours de santé, même avant qu'il ne soit malade. Et si on veut un jour aboutir justement à la médecine, la fameuse médecine des 5 P, donc la prévention, la prédiction, la participation, la personnalisation et la précision, c'est la médecine du 21e siècle, c'est l'avenir. Eh bien, il faut que le citoyen soit engagé dans sa santé, il faut qu'il soit au cœur de cette prise en charge et c'est très important. Finalement, c'est lui, l'électron libre, qui se déplace entre tous les intervenants. Donc, au lieu d'aller chercher à connecter les intervenants, eh bien, connectons ce citoyen, connectons le patient et par lui, par l'humain, on va pouvoir connecter la santé sans limite géographique, pas uniquement en France, mais à travers le monde. Et c'est notre vision. Écoutez, ce que je vous propose, Adnan, la température se rafraîchit. Faisons une brève incursion dans votre entreprise et puis ensuite nous reviendrons évidemment à votre parcours et à tout ce qui fait que nous nous intéressons évidemment à vous aujourd'hui. Alors nous allons rentrer, profiter de la chaleur à l'intérieur et puis aller faire connaissance avec cette jeune entreprise. Avec grand plaisir. Très bien. Ici, nous sommes au cœur de l'entreprise, au cœur de la machine qui développe le passeport vital. Et je vais vous présenter donc mes collaborateurs. Honneur aux dames. Et Céline Châteauroux, c'est la première salariée de l'entreprise et aujourd'hui, elle est manager d'équipe. Et donc, Céline occupe une place très importante. Vous avez à côté Jérémy. Jérémy, c'est notre petit génie. C'est le développeur justement en charge donc, du projet du passeport vital. Ici, Julien Levavasseur est notre nouvelle recrue, c'est quelqu'un de très compétent, il dirige les opérations, il est actuellement sur Paris et stratégiquement c'était une embauche qui va nous permettre justement de monter en puissance et de s'étendre au-delà de Reims. Ici mon père qui s'occupe du business development au Liban et sa présence est incontournable pour moi, c'est mon soutien tous les jours et c'est grâce à lui que je suis là aussi. Donc voilà. Excellent. Écoutez Adnan, merci de nous accueillir. Il fait effectivement un peu meilleur ici et pour moi qui viens du Canada, je devrais pourtant être préparé à ces températures. Alors faisons effectivement maintenant connaissance avec Innov Santé. Vous nous avez expliqué cette belle aventure avec le CNRS. Racontez-nous. Écoutez, mes travaux du coup scientifiques ont abouti à de résultats intéressants. En tout cas, ça m'a ouvert l'esprit et les yeux à ces nouvelles technologies. J'ai décidé de me spécialiser dans ces nouvelles technologies et les travaux ont été reconnus à l'Académie de chirurgie en France et les résultats étaient très intéressants puisque j'ai été également major de cette année, c'est-à-dire on a eu la meilleure note sur tous les laboratoires du CNRS à ce moment-là. Bref, c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut mettre en pratique ces choses-là, il faut faire évoluer le système. Et donc j'ai décidé en avril 2016 de créer officiellement l'entreprise où j'étais à ce moment-là seul. J'ai commencé à m'entourer de personnes qui sont capables surtout de produire un modèle parce qu'on est dans une entreprise et pour convaincre les financeurs, les décideurs, il fallait quand même montrer quelque chose. Et donc, à ce moment-là, on a développé un modèle qui peut montrer ce que peut faire l'idée du passeport vital. Le modèle, en 2016, a été montré à la Banque publique d'investissement, qui a eu confiance en nous, qui nous a financé l'amorçage. Et en 2017, on a commencé les premières embauches. Donc, janvier 2017, on est passé de l'idée en avril 2016 à l'entreprise et surtout à un projet qui est aujourd'hui déployé. C'est-à-dire qu'en 2017, après le modèle qui a convaincu la BPI, on est passé à la production et au développement de la plateforme numérique du passeport vital. Aujourd'hui, nous avons signé un partenariat avec une entreprise qui est prescriptrice, qui est un intermédiaire, qui nous a permis de faire la preuve du concept sur 3000 personnes à Reims, 3000 citoyens, malades ou non malades, ça c'est très important. Et on a réussi à créer justement à Reims et en Champagne-Ardenne un écosystème favorable avec des pharmacies,
des laboratoires d'analyse biologique, des médecins et également ces citoyens qui étaient au cœur du système et qui ont démontré qu'à travers eux, on a réussi à connecter la santé tout simplement. Et c'est notre slogan d'ailleurs, Simply Connect Human to Care. En 2017, on a été élu meilleure start-up de l'année 2016 par Engie sur un concours qui a regroupé plus de 1600 entreprises en Europe et en Afrique. On a également été lauréat du concours d'Innovact, pour lequel je me retrouve ici. Donc, c'est Innovact qui nous accompagne actuellement. C'est une pépinière d'entreprise. Et on a également été sélectionné pour participer au CES de Las Vegas, chose qui n'était pas gagnée. Mais le slogan du CES de 2018, l'objectif, c'est de se concentrer sur l'humain. Et c'est pour ça que notre projet a été identifié parmi les projets technologiques très intéressants qui sont d'avenir, qui ont un potentiel et qui sont vraiment orientés individus, hommes et non entreprises, non établissements. C'est une nouvelle vision de la santé, une nouvelle vision de l'évolution aussi des systèmes. C'est une innovation organisationnelle avant tout. Parce que moi, ce que je voulais effectivement, c'est bouleverser les pratiques, c'est de dire maintenant ça suffit, on arrête ces dépenses inutiles de santé publique. Maintenant, on connecte le patient et on lui permet justement d'arriver avec cette technologie. C'est ça l'idée du passeport vital. C'est vous, François, en tant que citoyen, vous avez votre carte et c'est votre carte qui va vous permettre de vous connecter à la plateforme qui est sur un cloud hautement sécurisé et qui permet à tout intervenant autour de vous, pharmacie, infirmière, kinésithérapeute, sage-femme, même si ce n'est pas votre cas, mais clinique, médecin généraliste, n'importe quel professionnel de santé peut se connecter sur votre plateforme avec votre autorisation et donc alimenter de cette façon les données de santé et surtout vous permettre à vous d'avoir accès à vos données de santé partout dans le monde, quand vous voyagez, quand vous avez un accident, quand vous avez besoin justement d'avoir accès à vos données de base, vous avez cette possibilité-là. Quand vous allez aux États-Unis, par exemple, si vous êtes français, un médecin aux États-Unis va pouvoir consulter vos données puisque le passeport et la plateforme est traduisible en plusieurs langues. Bref, il y a des atouts qui sont aujourd'hui indispensables. On peut même se poser la question, comment ça se fait qu'en 2017, nous n'avons toujours pas cette solution-là? Et pourtant, en France, on continue à dépenser beaucoup d'argent sur la santé. Effectivement, c'est un fabuleux système, ça marche. C'est un système de soins qui fonctionne, mais ce n'est pas encore un système de santé qui fonctionne. C'est-à-dire, on n'est pas capable de faire de la prédiction, de la prévention. Comme je vous ai dit, la médecine du 21e siècle, on a besoin de partager l'information. Et bien sûr, c'est normal aussi d'avoir peur de rentrer dans les nouvelles technologies et de faire évoluer la santé vers on va dire l'avènement des plateformes, l'intelligence artificielle, le big data, tout ça, ça peut faire peur. Mais il faut quand même rassurer, il faut montrer, c'est ce qu'on a fait, que les technologies existent aujourd'hui et permettent une sécurisation optimale. Écoutez, j'apprécie beaucoup ce que vous nous dites, surtout la fougue, la passion avec laquelle vous partagez tout ça. Quelques questions rapidement. Vous évoquez effectivement ces nouvelles technologies et je pense, et je me mets à la fois à ma propre place, mais aussi à la place de bien du monde. Le partage des données, c'est un sujet qui est aujourd'hui très d'actualité. Comment pouvez-vous assurer le public, parce que fondamentalement il s'agit de ces données au public, comment pouvez-vous l'assurer qu'effectivement ces données-là sont rassemblées, collectées, échangées dans des conditions de sécurité? Eh bien parce que premièrement, nous sommes dans un système français qui a une réglementation qui est assez dure à ce niveau-là et pourtant on a été audité et nous hébergeons la plateforme sur un serveur ultra sécurisé qui appartient in fine au ministère de la Santé. Donc on respecte la réglementation française qui dans le monde aujourd'hui est la réglementation en termes de protection des données personnelles la plus difficile, la plus dure. Donc ça c'est le premier gage de sécurité, c'est que les données, c'est pas Innov-Santé qui les héberge, c'est un serveur qui est certifié, très sécurisé. Premièrement. Deuxièmement, comme je vous ai dit, on donne le pouvoir aux citoyens, à vous, en tant qu'homme, en tant qu'humain, de donner l'autorisation ou pas à
votre intervenant de se connecter sur votre plateforme. Les données médicales, les données de santé vous appartiennent à vous. Et donc, c'est à vous de décider à quel moment et quand et avec qui vous voulez les partager. Donc ça, c'est un deuxième gage de sécurité parce que, justement, n'importe qui ne peut pas entrer dans votre plateforme. C'est vous qui autorisez l'accès à votre intervenant. Et troisièmement, on utilise une technologie que nous avons transposée qui est très intéressante, qui est la blockchain en fait, qui est une technologie utilisée beaucoup en finance actuellement, mais nous avons pris un modèle qui s'appelle la cryptographie asymétrique qui permet aujourd'hui, dans notre cas, d'avoir une clé privée et une clé publique. La clé publique qui est présente sur la carte, elle permet d'accéder à un profil d'urgence, à des données publiques que vous aurez autorisées en public, qui servent en cas d'accident pour vous sauver la vie, mais également une clé privée qui est générée à chaque connexion, qui est éphémère, qui disparaît et qui permet au moment de la connexion d'autoriser l'accès à la partie confidentielle, à la partie qui intéresse le cardiologue, qui intéresse la pharmacie, qui intéresse l'infirmière, qui intéresse le professionnel qui est en face de vous. Donc on a quand même plusieurs gages de sécurité. Aujourd'hui, nous avons réussi à justement apporter une réponse pas uniquement en France, mais à l'international, parce que le projet est vraiment voué à aller partout, sans limite géographique. Il suffit simplement d'une connexion Internet, et nous sommes les premiers à avoir réussi à créer cette interconnexion autour du citoyen, interconnexion de la santé, que nous soyons malades ou pas, on a besoin de cet outil, et c'est aujourd'hui une évidence. Peut-être qu'on est un tout petit peu précoce en utilisant ces technologies-là par rapport au système actuel, parce qu'il y a quand même des tentatives et ils ne sont peut-être pas encore prêts, mais nous sommes là pour leur montrer que nous avons réussi, puisque la preuve du concept a réussi à Reims et l'entreprise aujourd'hui est en train de réussir à déployer ce passeport vital. C'était un défi initialement et actuellement ce n'est plus un défi, c'est une réalité. Voilà. Je vous remercie, mais je pense que nous pouvons même aller un peu plus loin. Dans un entretien préparatoire, vous évoquiez effectivement déjà ce bureau au Liban, et on comprendra évidemment les raisons des raisons qui vous sont chères, pour lesquelles vous avez ce bureau au Liban, pour commencer à déployer localement. Vous m'avez parlé également d'opportunités en Afrique de l'Ouest qui se présentent à vous, mais je crois également d'autres États frappent à votre porte. C'est bien cela, n'est-ce pas ? Bien sûr. Alors, exactement, François. Alors, vous avez souligné aussi ma vision, qui est une vision d'emblée internationale, puisque mon parcours a fait que je suis issu d'une culture différente, j'ai appris le français, je suis naturalisé français actuellement pour mérite. Bref, j'ai réussi avec Innov'Santé à proposer un projet qui répond pas uniquement aux besoins de la France en termes de connexion et de partage de l'information en santé, mais à des besoins essentiels dans cette révolution des plateformes. La révolution qui fait que aujourd'hui, l'intelligence artificielle va prendre de la place. Les nouvelles technologies numériques vont prendre de la place. Il y a 10 ans, qui aurait imaginé qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des smartphones qui sont capables de tout faire ? Eh bien, il faut que les gens sachent, que les États sachent que dans 10-15 ans, l'intelligence artificielle sera dans notre quotidien. Et si nous ne sommes pas préparés, en tout cas dans le milieu de la santé, si on n'anticipe pas cela, on va être dépassé. Et c'est pour ça que je dis la base, la première question, c'est comment connecter d'abord, comment partager les informations avant d'aller plus loin. Et c'est pour ça que j'ai créé Innov'Santé. Effectivement, aujourd'hui, moi je suis très concentré en termes stratégiques et commerciaux sur la France, puisqu'il faut réussir d'abord en France. Mais nous sommes contactés régulièrement par plusieurs pays. Nous avons plusieurs contacts très sérieux, notamment en Afrique de l'Ouest. Je vous ai dit, nous partons au CES de Las Vegas également pour commencer à tâter le terrain américain, qui sont très intéressés parce que là-bas, la santé est payante. L'assurance maladie n'est pas universelle comme en France. Bref, et puis au Liban, bien sûr, il y a déjà un bureau qui commence à travailler sur ce sujet actuellement à Tripoli. Donc la vision internationale est évidente dans une plateforme, puisqu'on est effectivement une plateforme, on dépend uniquement d'Internet. Il y a un produit, et ça c'est aussi c'est quelque chose qui est aujourd'hui exceptionnel aussi, je tiens à le préciser, c'est-à-dire qu'on a, comme on dit en anglais, on a productisé un service, c'est-à-dire on a transformé un web, un cloud, un software, on l'a transformé en produit
palpable en produits physiques. Et ça, c'est exceptionnel. Et c'est ça qui a intéressé aussi la CTA américaine qui a sélectionné notre projet. C'est-à-dire qu'on va pouvoir effectivement vendre, bien sûr, et commercialiser la plateforme, qui est d'ailleurs gratuite en freemium donc pour les citoyens, hein, c'est l'objectif, mais on va également pouvoir commercialiser un produit physique qui va pouvoir justement permettre à la personne de connecter tous les intervenants autour d'elle. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi convaincre les professionnels de santé, puisqu'ils vont voir des personnes arriver avec cette carte, et puis on leur propose aussi à eux, professionnels de santé, une connexion, un accès abonné à cette plateforme pour justement se retrouver dans un espace partagé, un espace d'interconnexion très sécurisé. Alors avant que nous passions effectivement à un tout autre sujet, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais que vous reveniez rapidement. Vous avez évoqué effectivement l'aspect comme au CES 2018, l'aspect des humans, des êtres humains. Vous avez évoqué effectivement votre public, votre marché, en parlant en langage d'entreprise. Mais ce qui m'intéresserait très rapidement à nouveau, c'est que vous précisiez justement quel est le modèle d'affaires. Comment est-ce que vous allez rejoindre ce public? Et puis vous aviez, quand on préparait l'entretien, utilisé cette belle expression, et j'aimerais que vous commentiez cela. On a l'habitude d'entendre parler de B2B, de B2C, vous savez, ces anglicismes dont tout le monde raffole, et les Français en particulier, et ils me pardonneront. Et vous, par contre, vous aviez utilisé cette expression de age to age. Alors, ça, pour moi, c'est nouveau. Expliquez-moi. Eh bien, écoutez, dans notre stratégie, nous sommes les premiers, effectivement, à adopter cette stratégie qui est commerciale, mais qui s'intéresse à l'humain. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une démarche uniquement de vente. On est aussi là pour connecter l'homme. Et c'est pour ça qu'en termes de stratégie, on a choisi le human to human. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie, in fine, de connecter l'utilisateur final à sa santé et de lui permettre de participer à son parcours. Et c'est pour ça que, par l'intermédiaire de notre stratégie, notre objectif, c'est de lui permettre d'avoir un accès, soit avec la carte, soit avec la plateforme en ligne. Et donc, Age to Age, c'est la stratégie qui va résumer toutes nos cibles finalement. C'est-à-dire que même quand on va s'adresser aux professionnels de santé, on va lui proposer une solution, mais qui a pour objectif de connecter son patient. Donc, on a cet intermédiaire qui est là, qui va bénéficier aussi des options et des fonctionnalités de la plateforme, mais qui a pour objectif de connecter le patient en face de lui. C'est pareil quand on va s'adresser à une entreprise, à une assurance, à un État, à une clinique, à une pharmacie. L'objectif, c'est d'avoir des prescripteurs, d'avoir des intermédiaires, mais ce qui me tient à cœur, c'est l'homme derrière tout ça, que ce soit le professionnel de santé qui s'engage également, qui a envie que les choses avancent, que ce soit l'entreprise dans le cadre de leur démarche RSE pour limiter l'absentéisme, pour justement s'occuper des salariés, et puis dans le cadre aussi de n'importe quelle personne qui a envie de nous aider. Le but, c'est que l'homme, in fine, soit connecté. Donc c'est ça pour moi la stratégie Age to Age, donc human to human. On connecte l'homme à l'homme à travers la santé, parce que la vision de software d'établissement, ou la vision qui est centrée sur les médecins, a échoué. Et on est là pour essayer de montrer que ce n'était pas ça qu'il fallait faire, c'est le patient qu'il faut mettre au cœur du système. Excellent, merci. Avant de passer à autre chose, parce que j'aimerais aborder d'autres aspects de votre parcours et de votre personnalité, Adnan, parce que c'est quand même cela notre première motivation. Dans les images que je viens de voir, vous présentiez votre équipe. Vous avez, par rapport à votre équipe, vous avez une philosophie ou une façon, en tout cas, de reconnaître l'importance de vos collaborateurs. J'aimerais que vous nous en parliez rapidement, si vous voulez bien. Avec plaisir. Alors, c'est ce qui fait la force, j'ai envie de dire, de notre équipe. Ce sont les valeurs de l'entreprise que j'ai mis en place depuis le début. C'est-à-dire une entreprise où nous effectuons une démarche participative. L'organisation, le management est un management
horizontale et non verticale, c'est-à-dire que quand je suis dans l'entreprise, aujourd'hui je ne suis pas PDG, même si j'occupe cette fonction, mais je fais partie de l'équipe, je suis au même niveau que les autres, on travaille tous dans le même sens, dans le même objectif, et pour le prouver également, j'ai ouvert le capital de l'entreprise lors de notre première levée de fonds, le premier tour de table. Tous les salariés, toute l'équipe a pu contribuer au capital de l'entreprise. Aujourd'hui, ils détiennent chacun un petit pourcentage de ce projet, de cette entreprise, et ça leur permet effectivement d'être non seulement motivés par le salaire, même si le projet en lui-même, il les motive depuis le début, mais il y a également une motivation d'entreprise. Aujourd'hui, ils travaillent pour leur entreprise. Ce projet appartient à tout le monde, ne m'appartient pas à moi. L'idée m'appartenait au début. Maintenant que l'idée est protégée, que l'idée est déployée, eh bien, ça appartient à toute l'équipe, mais ça va appartenir également à tout humain qui a envie de participer à cette démarche, tout homme qui a envie d'avoir la carte et de prouver qu'on est capable, en 2017 et dans le 21e siècle, de connecter facilement la santé avec toute la sécurité qui va avec et d'arrêter avec les dépenses inutiles de santé et surtout de pouvoir vraiment faire les choses correctement et anticiper l'avenir. Voilà, ça c'est très important pour moi. Alors merci de nous avoir fait découvrir cette entreprise. On va évidemment vous souhaiter bonne chance, mais revenons à vous, Adnan El Bakri, l'homme derrière donc Innov Santé. Est-ce que dans cette belle histoire de votre jeune entreprise, est-ce qu'il y a eu un moment particulièrement fort, un moment déterminant? Je me souviens très bien du moment où j'ai pris la parole sur scène lors de la conférence de presse de lancement du passeport vital. Pourquoi je dis ça? Parce que c'était le moment où je devais annoncer la signature d'un partenariat pour une preuve de concept à large échelle, le moment où j'annonçais la réussite de notre première levée de fonds, le premier tour de table de 500 000 €, le moment où j'annonçais l'aboutissement de l'idée, la transformation de l'entreprise. Et dans la salle, il y avait 200 personnes, il y avait l'équipe, mais il y avait aussi des personnes qui, au début du projet, m'avaient dit non, m'avaient dit ça ne va jamais marcher, m'avaient dit c'est pas ça qu'il faut faire. Et il y avait également des personnes issues du monde hospitalier qui m'entouraient et qui, à un moment donné aussi, m'ont conseillé, entre guillemets, même si moi, j'ai pas suivi ce conseil, heureusement, ils m'ont conseillé de raser les murs. Et ça, c'est une phrase que nous entendons souvent quand on est interne. Raser les murs. Raser les murs. C'est-à-dire, on nous dit quand on est interne, quand on est médecin, vaut mieux raser les murs. Mais ça, c'est un esprit, malheureusement, qui est ancré comme ça dans le système français. Alors, je l'ai respecté, c'est une hiérarchie sclérosée. Bon, je ne l'ai pas toujours accepté, mais je l'ai respecté, j'ai fait avec, mais j'ai prouvé aussi, et j'ai regardé ces personnes-là en face ce jour-là, en leur disant, ben moi, j'ai réussi à le faire, et je ne suis pas le seul, hein. J'ai envie d'inspirer aussi d'autres personnes. Ça fait 2 ans que je suis interne. Bon, maintenant, je suis diplômé, mais pendant 2 ans, j'ai réussi quand même à construire cette équipe, à construire ce projet. Et quand on veut, on peut, tout est possible. C'est ce que je dis aussi régulièrement à l'équipe. Mes équipes, je leur dis tous les jours, n'écoutez jamais ceux qui tentent de diminuer vos ambitions. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup, surtout quand on est une start-up, quand on commence des projets aussi ambitieux. Quand on réussit tout simplement, ben, on nous dit c'est pas bon ce que vous faites, on nous décourage, on nous met des obstacles, des freins. Il y a très peu de gens qui croient en vous quand vous faites de telles démarches, très peu de gens. Et il faut bien les garder, bien les chercher. Et moi, je puisais ma force aussi, pas uniquement dans ces personnes qui acceptaient ou qui étaient convaincues, mais aussi dans les personnes qui me critiquaient et qui me disaient que ça ne va pas marcher. Parce que pour moi, c'était une force qui me poussait d'aller de l'avant et de leur montrer qu'on peut y arriver. Est-ce que vous êtes en train de dire que la culture de la réussite est associée à une espèce de culpabilité ? Écoutez, malheureusement, en France, nous n'avons pas encore cette culture de la réussite. Nous n'avons pas de Steve Jobs, nous n'avons pas de Mark Zuckerberg, nous n'avons pas de projets qui sont prometteurs.
et qui permettent de différencier l'Europe et la France par rapport au monde dans cette révolution, dans cette 4e révolution technologique, numérique, industrielle. Et effectivement, en France, il ne faut pas oser réussir et paradoxalement à ça, il ne faut pas échouer. Donc, à un moment donné, effectivement, l'esprit général, c'est rasons les murs. Eh bien non. Alors écoutez, laissons les esprits chagrins de côté et revenons à vous. La question qui me vient évidemment à l'esprit, c'est Adnan El Bakri dans 5 ans. Dans 5 ans, où est-ce que vous vous voyez? Où est-ce que vous voyez cette entreprise? Mais écoutez, moi je suis certes ambitieux, déterminé, mais j'ai la tête sur les épaules. Et je suis entouré d'un conseil scientifique, d'une équipe qui aujourd'hui me permet de réfléchir de façon progressive. Dans 5 ans, moi je vois l'entreprise répondre à la question que je me suis posée au début, c'est celle du partage de l'information. Et donc j'ai envie de répondre à cette première problématique, à ce constat de terrain, avec un passeport vital qui est diffusé dans le monde, qui fonctionne et qui répond à cette problématique. Donc une plateforme qui fonctionne, Innov-Santé, qui est scalable, qui est économiquement, qui tient la route, avec une équipe d'une 50aine de personnes dans 5 ans qui travaillent pour le projet. Ça, c'est donc pour moi à court terme, avec bien entendu la mise en place du big data derrière, parce qu'il faut du recul, il faut des données pour pouvoir appliquer les algorithmes. Et nous, Innov-Santé actuellement, en tout cas ma vision des choses, c'était de permettre une structuration active et prospective des données au sein de la plateforme. Ça, c'est hyper important, ça on le fait naturellement, et c'était ma vision scientifique de la chose. Et peut-être je vais répondre aussi à une autre question. Comment je me vois beaucoup plus tard, dans 10 ans? Bien, écoutez, dans 15 ans anticipons, je vais vous laisser mon micro, anticipons. Voilà, non mais pour dire qu'il y a une vision effectivement à court terme qui est très encadrée, très programmée. Et puis il y a la vision à 10-15 ans que je ne programme pas forcément, mais qui me permet quand même de garder mon engagement au sein de cette entreprise et pour ce projet. Moi, j'ai envie de créer d'autres applications, d'intégrer d'autres outils technologiques comme la télémédecine, comme l'intelligence artificielle, les algorithmes. Donc c'est la vision que je donne aussi à Innov-Santé et à ce projet de plateforme de connexion de la santé. C'est bien de répondre, pour boucler la boucle du Liban, de répondre à la problématique de l'accès aux soins. Et donc de mettre en place une assurance santé à travers notre carte passeport vital dans les pays où il y a toujours une différenciation entre riches et pauvres en termes de santé. Donc aujourd'hui, on est en train de s'orienter quand même vers une assurance santé universelle. Et la valeur de tout ça, c'est l'humain, c'est lui qui doit assurer sa santé d'abord avant d'être assuré par un tiers. Alors c'est intéressant parce que vous évoquez l'assurance santé alors que communément on s'attendrait à entendre parler de l'assurance maladie. Nous avons évidemment au Québec, nous, un système qui s'appelle effectivement l'assurance maladie. Alors c'est assez rafraîchissant ce que vous dites et une autre question que j'aimerais vous poser, c'est au-delà de tout ça, au-delà de tout ce que vous venez de nous dire, Adnan, qu'est-ce que vous pensez avoir accompli à travers vos études, bien sûr, la reconnaissance de vos pairs, qui se traduit par la reconnaissance, évidemment, de vos capacités, de votre talent, de votre potentiel, pardon, mais aussi avec donc, ce projet d'entreprise, qui n'est plus un projet, avec cette entreprise qui est en train de grandir, on l'a dit à plusieurs reprises pendant l'entretien. Qu'est-ce que, fondamentalement, vous pensez avoir accompli pour vous-même à travers tout ça ? Alors, j'ai envie de répondre en deux points. Le premier point, c'est d'avoir laissé une trace. Là, je vous parle un petit peu de mon intimité. C'est-à-dire que moi, depuis quelques années, et puis même depuis que je suis arrivé en France, j'ai programmé un petit peu les choses dans ma vie. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, avant 30 ans, il faut que je fasse ça, ça, ça. Et j'ai envie
de laisser une trace. C'est-à-dire, et c'est ça l'entrepreneur qui est en moi aussi, qui est relativement, enfin, qui est quelque chose d'inné. Hein. J'ai pas envie de partir sans avoir laissé une trace. Et pour moi, Innov Santé, les projets que je mène, l'inspiration positive que je donne aussi aux gens, la motivation, le leadership moderne que j'entreprends autour de moi, eh bien, c'est une trace que je laisse. Le deuxième point, et ça c'est aussi une phrase que je répète tous les jours, et parfois ça me rend anxieux, c'est que j'arrête pas de dire ben, aujourd'hui je n'ai pas avancé, je n'avance pas. Et en fait, finalement, c'est aussi cette vision que j'ai de l'évolution des choses, c'est que à partir du moment où je sens que sur une journée je n'ai pas contribué au changement et que je n'ai pas vraiment changé quelque chose, ben, j'ai l'impression de ne pas avancer. Alors qu'on me dit, ben, attends, tu es chirurgien, tu as fait des choses, t'embauches des gens, il y a de la création, etc. Mais j'ai envie de vraiment réussir ce que j'entreprends et de le réussir de façon globale et de permettre à cet humain que je vise, aux gens, aux citoyens, de se dire un jour, bah, effectivement, moi, le passeport vital, ça m'a sauvé la vie. Le passeport vital m'était utile dans telle ou telle situation. Et c'est comme ça que c'est uniquement à ce moment-là où je vais sentir que effectivement j'ai contribué et j'ai avancé concrètement. Un parcours atypique, un parcours étonnant. C'est ce que je vous disais au tout début de cet entretien. Eh bien, force est de constater que Adnan El Bakri, effectivement, en est bien l'exemple. Voilà un homme jeune qui est arrivé en France, il ne parlait pas le français. Il a néanmoins appris le français en faisant médecine. Alors je crois que c'est déjà là un bel exemple de persévérance, de courage bien sûr, et puis ce multiculturalisme, eh bien, à n'en pas douter, va le servir, va l'aider dans le développement de cette entreprise qui est vouée manifestement à un beau succès au niveau international. Mais restons encore quelques instants avec Adnan El Bakri, si vous le permettez. Ce que j'ai retenu aussi de cet entretien, c'est sa capacité à s'adapter, c'est sa volonté d'inclure les gens autour de lui, cette façon par exemple d'associer ses collaborateurs au succès de l'entreprise en les incluant dans le capital de la société. Alors voilà un homme qui n'a pas fait HEC, faut-il le regretter ? Moi, je crois que nous avons en face de nous un homme jeune qui est mu par les vraies motivations dans ce qu'il fait. Nous l'avons entendu dire et redire, remettre le patient au cœur du système de santé. Et je pense que ça va évidemment parler à vous toutes, à vous tous, comme ça me parle à moi, car nous en avons grand besoin. Avant de nous quitter, en quoi votre formation, votre pratique de médecin, de chirurgien même plutôt, vous aident et vont vous aider justement à piloter cette entreprise, à franchir les obstacles, à gérer tous ces imprévus qu'une entreprise, petite, moyenne et grande même, connaissent? Bien sûr. Écoutez, François, je pense qu'il y a deux choses qui m'aident déjà et qui vont m'aider. Première chose, c'est le parcours que je me suis construit, puisque effectivement je suis parti de rien, je me suis créé les moyens, j'ai réussi à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Et ça c'est une entreprise de vie finalement, puisque j'ai réussi à tout manager, à tout gérer tout seul. À créer de la valeur, à créer du savoir, à créer de la science, à apprendre, à me former et surtout à m'intégrer dans un pays que je ne connaissais pas. J'ai saisi toutes les opportunités et j'ai réussi de cette façon. Deuxième chose, c'est ma formation effectivement, comme vous dites, médicale et chirurgicale, qui nous apprend à gérer l'urgence. Et cette aptitude à la gestion de l'urgence, nous l'avons notamment en chirurgie, parce que quand on est face à un patient, parfois nous n'avons pas de diagnostic et nous sommes obligés d'aller opérer pour comprendre, pour réagir et traiter. Et là, nous avons quelques secondes en général pour décider de ce qui doit être fait. Et cette gestion des crises, ce management qui est différent bien sûr,
est aussi très important et très valorisant parce que là, c'est la responsabilité humaine qui est en jeu. C'est la vie de l'homme qui est en face de nous, quand on est médecin, qui est en jeu. Et donc, quand on a ces valeurs-là, quand on a cette gestion et ces capacités, je pense qu'on peut également gérer une entreprise tout en nous entourant également, bien entendu, de compétences, puisque je ne suis pas seul derrière cette entreprise. J'étais seul au moment d'avoir l'idée, mais j'ai mené le projet aujourd'hui. Il y a une équipe derrière, il y a des compétences qui m'entourent et aujourd'hui je me forme moi-même également. Je suis très autodidacte comme je l'ai toujours été et je pense que ces valeurs-là vont m'aider déjà justement pour aller de l'idée à l'entreprise et au final à un déploiement large et surtout à une réussite internationale. Voilà, moi j'y crois beaucoup. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit qu'un entrepreneur est quelqu'un qui se jette d'une falaise et qui construit un avion sur le chemin de la descente. Et je trouve ça extrêmement vrai dans mon cas, puisque c'est exactement ça. Je me suis lancé, j'ai pris le risque. Ce n'est pas facile. Je vous ai dit, on est dans un système qui n'est pas favorable au changement, à l'innovation, notamment le système hospitalier. L'hiérarchie est difficile. J'ai contourné tout cela et aujourd'hui, on peut considérer qu'on a réussi. Nous avons une communauté aujourd'hui qui nous soutient, 50 000 personnes sur les réseaux sociaux. Nos articles, nos publications sont vues près d'1 million de fois. Nos vidéos sont partagées près de 250 000 fois. Donc nous avons quand même aujourd'hui réussi à créer une sensibilité. Les gens attendent ce projet et je vais continuer à démontrer, comme depuis 2004, je vais continuer à démontrer qu'en saisissant les opportunités et en créant de la valeur, on peut tout faire. Il faut rester déterminé, persévérer, c'est très important. Et je ne pense pas qu'une formation HEC m'aurait apporté quoi que ce soit de plus. Excellent, bien écoutez, je vous remercie infiniment Adnan El Bakri. Alors que HEC nous pardonne, nous n'avons rien contre évidemment la qualité de la formation qui est dispensée, mais nous avons aujourd'hui effectivement eu un entretien de qualité avec un jeune entrepreneur fougueux, comme vous avez pu le constater, une belle histoire comme nous les aimons. Et c'était donc un nouvel entretien que je partageais avec vous. Je vous retrouverai très bientôt. Au revoir.